Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde consacrée à l'intelligence artificielle et à ses impacts en particulier sur la compétitivité et l'innovation des entreprises. Donc j'ai la chance, pour réfléchir à ces sujets, d'être accompagné de représentants de sociétés qui ont un impact fort sur l'adoption de l'intelligence artificielle, voire même qui écrivent en partie l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc à ma droite, dans le désordre, Hélène Bringer, qui est directrice générale d'Eviden France. Donc Eviden, c'est l'entité du groupe Atos qui est en charge du digital, de la data, des supercalculateurs, de la transformation vers le cloud, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et les équipes d'Eviden viennent d'assurer pendant les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques la cybersécurité des opérations de ces deux événements. Donc bravo à tes équipes, Hélène, et bienvenue à cette table ronde. À ta droite, Guillaume de Lanchir, qui est vice-président et directeur général de NetApp France. Donc NetApp est un éditeur constructeur mondial de solutions intégrées pour les infrastructures intelligentes de données, ce qui permet en particulier aux entreprises de tirer bénéfice de l'intelligence artificielle en répondant aux contraintes de sécurité, de scalabilité, de gouvernance des données. Accessoirement, NetApp est aussi un partenaire fort d'Outscale, puisque au-delà d'être numéro 1 du marché du stockage flash en France, NetApp équipe quasi l'intégralité ou la quasi-intégralité du stockage d'Outscale. Donc bienvenue Guillaume. Nat Ives, à ma droite, qui est directeur commercial entreprise France de NVIDIA. Donc fondé en 1993, NVIDIA est le pionnier et le leader mondial de l'informatique accélérée. L'invention du GPU a déclenché la croissance du marché des jeux, a eu un impact sur le marché de l'infographie, de la numérisation industrielle et évidemment a lancé l'ère de l'intelligence artificielle moderne. Donc ce travail dans tous ces domaines de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques, on en a parlé ce matin lors de la plénière, sont en train de transformer complètement les industries avec des impacts profonds sur la société. Bienvenue Nat. William El Sayed, qui est founder associate chez Mistral AI. Donc Mistral est une entreprise française fondée il y a bien longtemps, en 2023, spécialisée dans le développement de modèles de langage avancé, conçus pour le chat et la complétion de texte. Donc Mistral a été fondé par des experts en intelligence artificielle. Vous avez levé 1 milliard d'euros à peu près en financement, donc bravo, et développé près d'une dizaine de modèles. Donc Mistral dispose de sa propre plateforme, permettant d'utiliser, spécialiser les LLM dont nous avons longuement parlé, mais est également disponible en on-premise dans le cloud et bien évidemment dans le cloud Outscale. On en a beaucoup parlé ce matin. Bienvenue William. Donc pour rappeler un peu le contexte de cette table ronde, je voudrais juste vous donner quelques chiffres sur les perspectives de l'intelligence artificielle. Donc il y a une étude de McKinsey qui est parue récemment qui estime que l'impact de l'AI générative, donc uniquement cette partie-là de l'AI, pourrait être de l'ordre de 2600 à 4400 milliards de dollars par an sur le PIB mondial. Juste à titre de comparaison, 2600 milliards de dollars, c'est le PIB total de la France. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de l'impact de l'intelligence artificielle. Juste sur le secteur bancaire, la valeur créée pourrait être de l'ordre de 200 à 340 milliards de dollars annuels. Si maintenant on se focalise rapidement sur le marché français, un rapport du comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative d'il y a quelques mois prévoit un effet sur le PIB français entre 250 milliards et 400 milliards sur les 10 prochaines années, soit autant que la valeur ajoutée de toute l'industrie française. Donc vous voyez que les enjeux sont colossaux, mais au-delà derrière ces chiffres vertigineux, essayons de regarder où nous en sommes aujourd'hui. Et ma première question est pour toi Hélène. Chez Eviden, vous êtes confronté quotidiennement aux enjeux métiers de vos clients. Quels sont les leviers que l'intelligence artificielle peut activer sur la performance et l'innovation de tes clients? Merci pour la question. La réponse, elle peut être assez courte, mais je vais quand même la développer. En fait, on observe que l'IA et la GenAI peut avoir un impact et donc est un levier de compétitivité, d'innovation, de créativité sur tous les domaines de l'entreprise. Donc que ce soit sur ses processus internes, sur son efficacité, sa productivité, sa maîtrise des coûts avec l'automatisation très avancée de processus
dans le domaine de la logistique, de la maintenance, etc. Mais également dans le domaine de l'innovation avec la R&D, ça permet d'accélérer le développement de produits, ça permet d'accélérer également, enfin d'optimiser l'expérience utilisateur en particulier, ça permet d'offrir de meilleurs services plus rapides, plus efficaces dans le cadre du secteur public par exemple, de limiter les fraudes. Donc vraiment ce qu'on voit c'est que, et pour moi à titre personnel et professionnel, c'est le même bouleversement, la même rupture technologique que ce que certains d'entre nous ont vécu, donc je parle pour ceux de ma génération, désolé, avec l'ère de l'Internet qui s'est développée massivement dans les années 2000, c'est-à-dire qu'à titre professionnel, ça a tout changé. Donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir si c'est un levier ou pas, ça va même devenir un impératif absolu, c'est-à-dire que les sociétés, les employés, les directions générales qui n'auront pas intégré l'IA et la Gen AI dans leur façon de penser, leur façon de créer, leur façon de manager, dans 2 ans, on pourra se poser des questions sur leur pérennité à titre personnel ou à titre industriel. Moi, je vois vraiment ça aujourd'hui comme un prérequis, un axe de transformation majeur des entreprises et des administrations. Non, c'est très clair. William de Mistral, on le sait, une des particularités de l'AI générative, c'est sa capacité à contribuer à la création, à l'idéation. Hélène parlait à l'instant d'aider par exemple les développeurs pour produire en particulier du code. Et je sais que vous avez une offre sur ce sujet. Peux-tu illustrer comment les modèles LLM, comme ceux de Mistral, peuvent justement contribuer dans différents domaines à l'innovation et à l'idéation? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci. Donc, innovation, idéation, moi j'aime bien séparer en deux, parce que l'innovation, en l'occurrence, dans l'ensemble des cas d'usage, on la voit, que ce soit dans créer des nouveaux systèmes qui peuvent baisser les coûts, augmenter la qualité du produit. Et donc, cet enjeu de productivité est important. Et donc, on arrive à voir des cas d'usage qui se développent au sein des entreprises et des administrations qui visent à créer des produits donc plus innovants, c'est-à-dire qui vont avoir notamment un meilleur impact vis-à-vis de leurs consommateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir le service client, on va avoir le cas d'usage classique de relation avec les personnes extérieures qui est amélioré. Dans l'administration, c'est encore plus critique parce qu'on va avoir l'ensemble des usagers du service public qui vont voir leur relation avec l'État au sens large s'améliorer. Et on va avoir, donc ça c'est ce qui va être externe, on va avoir les cas d'usage internes que vous avez évoqués qui sont aussi très puissants dans l'accès à la connaissance, à la base de connaissances interne de l'entreprise pour créer des collaborateurs qui sont plus, disons, plus alertes et plus à même de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Après, idéation, c'est un peu différent dans le sens où le LLM qui va générer des nouvelles idées, c'est un peu plus complexe, c'est un peu moins prouvé dans le sens où le LLM va se baser sur un ensemble de connaissances et d'une base de données fixe. Et donc il ne va pas inventer de toute pièce quelque chose, il va se baser sur une base finie de connaissances. Et donc là, tout dépend des données qu'on lui donne, des données qu'on injecte dans le modèle, mais il ne va pas inventer de toute pièce des nouvelles choses, il va se baser sur un référentiel connu. Et donc c'est là où il va falloir travailler pour améliorer les modèles, c'est-à-dire donner des nouvelles données à ce modèle-là, et lui toujours être dans une sorte de mécanisme de feedback loop qui va lui permettre de se nourrir de nouvelles données et d'être de plus en plus pertinent. Donc pour ça, idéation, je suis un peu plus, disons que c'est un axe d'amélioration. Par contre, innovation, ça c'est dans tous les cas d'usage, comme je l'expliquais avant. D'accord, très clair. Guillaume, on sait que l'une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est finalement son lien avec la donnée et cette nécessité d'analyser, consommer énormément de données, également de retraiter ensuite des données dans le cycle d'amélioration. Donc la donnée est au cœur de ce sujet. Quelle est l'importance des solutions de stockage et en particulier de stockage haute performance pour l'efficacité des systèmes d'intelligence artificielle? Alors, bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de LLM, le LLM s'appuie sur les données, hein, c'est vraiment le sujet majeur. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'accordent à dire que le fuel de l'entreprise, c'est les people, mais c'est aussi les données, donc c'est un point important. Donc le stockage flash ou la technologie en elle-même apporte de la performance. Alors ça peut être très intéressant dans plein de cas d'usage. Si on parle par exemple de data scientist, vous avez des snapshots, vous avez des modèles, des datasets à créer, vous avez des réplications à faire dans différents environnements, donc avec des technologies
technologies un peu classiques, vous allez mettre plusieurs heures ou plusieurs journées pour transférer vos données. Avec nos technologies, vous allez mettre quelques secondes ou minutes. Donc déjà, la performance est hyper importante. Le véritable enjeu, il n'est pas forcément... Alors, la performance en est un, mais ça, c'est un peu quelque part un fondamental. Le véritable enjeu, c'est quelque part l'exhaustivité des sources de données dans lesquelles on aura la capacité d'aller se nourrir, et nourrir les datasets, les LLM, etc. Parce que finalement, quand on parle de stockage de données, vous avez plein de systèmes de stockage différents, du SAN, du NAS, du stockage S3. Vous avez des acteurs divers et variés comme les grands Microsoft, Google, Amazon, Eviden, qui ont des environnements différents. La vraie problématique pour ceux qui veulent exploiter les données, c'est d'être capable de réconcilier et d'assurer une interopérabilité dans tous ces environnements. Donc je sais que le positionnement d'Outscale aujourd'hui est un positionnement résolument fort dans un monde hybride. La réponse qu'on apporte, c'est d'arriver à servir ces données dans ce monde hybride. C'est l'un des enjeux. Après, il y a plein d'autres sujets qui en déclinent, comme la sécurité, évidemment, parce que dès qu'on parle d'interopérabilité, d'échange de données de différents sites, etc., on a les problématiques de sécurité. Et puis ensuite, un sujet aussi très important, le développement durable. On pourra en parler un petit peu après. Oui, on en parlera tout à l'heure. Nat, on connaît le positionnement de NVIDIA et l'impact qu'a NVIDIA dans le traitement et le calcul des sujets d'intelligence artificielle. Quels sont aujourd'hui les défis de NVIDIA pour accélérer l'adoption des solutions d'intelligence artificielle ? Oui, merci pour avoir moi ici aujourd'hui. Désolé, je suis anglais, alors l'accent n'est pas parfait et mon LLM est un peu moyenne, alors aussi j'hallucine, désolé. Alors, première chose, comme nous avons discuté, nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est une évolution de technologie. Mais comme elle a dit, c'est aussi une rupture au niveau de comment on peut transformer les entreprises. Et on fait le défi... Pour moi et pour nous, ce n'est pas vraiment un défi technologique. Nous avons les solutions technologiques, nous avons l'infra, il y a du travail à faire, mais on sait comment on doit la faire. C'est en fait de rendre que les entreprises et les commerces comprennent que c'est une rupture. Ce n'est pas un projet informatique, ce n'est pas de réduire les coûts via les automatisations. Ça va transformer le marché, le monde, l'industrie verticale de l'entreprise. Et là, moi aussi, j'ai lu le rapport de McKinsey et de Bain et BCG. Ils tous parlent la même chose. Ils parlent que l'Europe, aujourd'hui, regarde le cloud et l'IA comme un pas, comme un autre outil qu'il peut utiliser, de mettre un copilot à quelqu'un qui fait le code plus vite. Mais ce n'est pas ça du tout. Ça va réinventer les industries, ça va recréer les nouvelles économies. Et c'est là, je pense, où on doit élargir le dialogue. Et avoir pas un dialogue qui est juste je mets les GPU dans le centre de données et faire tourner un modèle. Oui, je pense que ça rejoint ce que disait Hélène tout à l'heure. On est face non pas à une évolution de l'informatique ou une évolution du numérique, mais bel et bien face à un changement majeur qui va révolutionner les entreprises. Pour illustrer ce point, l'une des caractéristiques, je crois que c'est un rapport du Trésor public qui indiquait que l'une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est que ça va toucher les métiers les plus qualifiés, alors que toutes les révolutions industrielles précédentes touchaient surtout les métiers les moins qualifiés. C'est l'une de ces caractéristiques. Je trouve que cet angle de vue laisse songeur. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. J'ai une petite observation là. Ma sœur, elle est juridique, avocat, notaire. Et ils ont fait une conférence en Angleterre la semaine dernière. Clairement, les LLM sont très bien adaptés à faire le boulot les avocats. C'est normal, c'est les mots. Alors, pour faire comprendre, trouver une phrase dans un contrat, ça peut faire en quelques secondes quelque chose qui a pris 2 heures, 3 heures pour un avocat junior. Aujourd'hui, les notaires, les avocats, les juristes, ils chargent pas l'heure. Alors, c'est quoi le nouveau business model? Ça change complètement l'industrie. Ils sont en panique. Oui, complètement. Lorsqu'on parle de compétitivité, souvent on pense à une rapidité d'utilisation, des temps de réponse, une pertinence de la réponse. Mais la compétitivité des entreprises aujourd'hui, elle passe aussi par d'autres sujets. Guillaume nous a fait un petit teaser sur ce point, que sont la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux.
Donc Hélène, une première question. Vos clients incluent-ils déjà dans leur réflexion sur l'intelligence artificielle cet angle environnemental et social sur ces nouveaux projets qui sont amenés à mener ? Alors, je crois qu'en France, et pour répondre par rapport à la problématique du marché français, c'est très vrai, on intègre depuis tout le temps, d'ailleurs c'est même un frein aujourd'hui sur le marché pour la prise en compte pleine et entière de ces nouvelles technologies, c'est le côté consommation énergétique associé, c'est le côté éthique, confiance que l'on met dans ces algorithmes. Et donc tout ça est bien pris en compte. Donc il faut travailler à le factualiser. C'est le cas dans un stand de consultation, par exemple pour les équipements de très grands systèmes. Donc nous, on est historique dans le domaine des supercalculateurs. Aujourd'hui, le marché est très porteur au niveau des machines IA. Bon, ceux qui ont l'habitude d'acheter des très grands systèmes ont intégré dans leurs appels d'offres la consommation énergétique, le refroidissement, la façon dont on va produire ces grands systèmes pour en minimiser l'impact carbone. Donc tout ça tombe bien parce que ça fait très longtemps qu'on agit, c'est vraiment c'est notre ADN, c'est minimiser l'impact carbone de ce qu'on fournit à nos clients. Donc c'est pris en compte. Après l'IA, c'est facile, vous pouvez sur votre téléphone, vous pouvez sur votre ordinateur faire des appels à plein de LLM et à poser des questions parfois qui n'ont pas de sens. Il faut aussi qu'en tant qu'utilisateur, qu'en tant que développeur, etc., chacun régule, c'est-à-dire se disent bon voilà, je vais utiliser l'IA pour quelque chose d'utile parce qu'in fine ça consomme de l'énergie, ça consomme des matières, ça consomme des composants, donc il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, c'est comme l'électricité chez soi, j'ai envie de dire. Donc ça c'est une prise de conscience que chacun doit avoir. Et enfin sur le côté éthique, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux actuellement sur le fait que voilà, une IA, quel degré de confiance on peut avoir dans une boîte noire, un algorithme. Et je crois que tous les travaux qui sont menés, en particulier sur les sujets où on va pouvoir avoir des accès open source à des algorithmes, sont importants pour faire en sorte d'avoir une confiance et dans la façon dont l'IA a été créée, entraînée, et dans les données qu'on va ingérer, de façon à ce que le résultat soit de confiance pour l'ensemble des utilisateurs et des entreprises qui utilisent l'IA. Oui, c'est très clair. Oui. C'est sûr que l'IA ne remplace pas les comportements individuels et notre responsabilité individuelle face à ces enjeux. Je passe une question pour William. C'est un peu la même. On le sait, les modèles ont besoin de plus en plus de puissance de calcul. On a vu ces dernières années un accroissement assez considérable du nombre de paramètres qui sont ingérés par les modèles. Il me semble avoir vu une étude qui indiquait qu'une requête sur un gros LLM du marché que je ne citerai pas consommait à peu près 10 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google Search. Voilà, tout ça. Ça semble envoyer le message que l'intelligence artificielle est un énorme consommateur de données. Comment aujourd'hui vous conciliez ce besoin en modèles de plus en plus complexes et plus en plus performants et justement les enjeux compétitifs de responsabilité sociale et environnementale des entreprises ? Oui, c'est un enjeu très important et donc c'est au cœur de Mistral puisque les fondateurs de Mistral, Timothée, Guillaume et Arthur, ont publié bien avant la création de Mistral des papiers sur comment trouver le meilleur ratio entre la taille et la performance du modèle. Et donc notamment, comment est-ce qu'on fait pour comprimer la performance d'un modèle dans une petite taille. Et donc ça, c'est quelque chose qui anime Mistral depuis le début. Quand on a sorti Mistral 7B en septembre 2023, il avait la performance d'un Llama 35B, donc le ratio est de l'ordre de 5 à l'époque, sur ce qu'on est capable de délivrer comme performance et la taille du modèle. Et en fait, tout simplement, c'est proportionnel, c'est-à-dire que la taille d'un modèle va ensuite se répercuter dans des coûts d'infrastructure et donc de la consommation énergétique à la fin du processus. Donc globalement, nous, on agit de manière directe là-dessus, sur la taille des modèles, et on continue à le faire sur tous nos modèles. Donc toute notre panoplie, notre gamme de modèles, généralement est plus compétitive quand on regarde la taille et la performance que nos compétiteurs américains, donc on continuera à le faire et c'est très important. Ensuite, après, il y a la question de quel serveur on utilise. Et donc, il faut évidemment aller dans ce sens-là, d'aller prendre des sources d'énergie propres. Et ensuite, il y avait une autre dimension dans la question qui était très intéressante, c'était sur l'aspect social. Nous, on a une conviction, et Arthur Mensch l'avait dit au Sénat il y a peu de temps, ça va créer beaucoup plus de temps pour le collaborateur pour aller voir l'ensemble de ses managers ou de ses collègues pour pouvoir discuter d'aspects humains, puisqu'on va se débarrasser de certaines tâches qui étaient répétitives,
ou disons à faible valeur ajoutée, même dans les métiers les plus qualifiés. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, la révolution, elle est vraiment tout au long de la chaîne. Et donc, ce temps qui va être dégagé, on est convaincu, et on espère en tout cas, que ça ira vers plus d'interaction entre les collaborateurs. Et même, peut-être in fine, entre plus de temps pour soi en dehors du travail. Donc ça, c'est plutôt une vision qu'on porte. Est-ce qu'au final, l'intelligence artificielle ne va pas humaniser davantage les collaborateurs, contrairement à l'image qu'elle peut projeter aujourd'hui? Et une question complémentaire un peu sur ce sujet, est-ce qu'on va de plus en plus vers des modèles spécialisés, justement pour plus efficaces, sur des périmètres particuliers plus restreints, et donc moins énergivores? Ouais, pour le coup, on a une vision qui est assez définie là-dessus, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin d'un très gros modèle pour gérer un cas d'usage simple. Donc il y a des petits modèles qui peuvent très bien faire de la synthèse, qui peuvent très bien faire de la traduction. Et donc on n'a pas besoin d'utiliser un modèle de plusieurs centaines de milliards de paramètres pour traduire un texte. Ça n'a très peu de sens. Et donc du coup, nous, on propose à l'ensemble de nos clients, dans notre panoplie de modèles, des tailles différentes, selon les cas d'usage. Donc on a réussi à faire un mapping, tout simplement aller dire ce modèle-là sera très bon avec celui-ci, puisque il est optimisé et il n'a pas besoin d'aller chercher un modèle plus gros. Donc il y a un enjeu économique et environnemental qui tout d'un coup fait sens pour le client et pour Mistral. Et donc oui, on a ce mapping et on considère que les modèles spécialisés sont les plus efficaces sur les 3 plans, sur le plan de la performance, sur le plan du coût économique et coût environnemental aussi. Très bien, très clair. Nat, une question. Donc une étude récente du MIT a montré que la puissance nécessaire dans les data centers avait doublé entre 2022 et 2023. À titre de comparaison, entre 2010 et 2018, la croissance est à peu près de 6% par an. L'un des sujets, l'un des leviers et l'une des raisons de cette accélération, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Comment, un peu de la même façon que je l'ai posé à William, comment NVIDIA adresse cette double ambition qui paraît contradictoire entre performance et frugalité? C'est une très bonne question et clairement cette taux de croissance ne peut pas continuer dans la même vitesse si on va adresser les problèmes climatiques et assez extensionnels. Et ça c'est pourquoi NVIDIA a travaillé depuis 30 ans sur l'accelerated computing. On parle aujourd'hui de l'IA, mais l'IA et le generative AI qui était le sujet d'aujourd'hui, c'est seulement possible grâce à cet avancement dans le calcul parallélisé, accéléré. Mais il n'y a pas beaucoup de domaines de computing et bien sûr pas beaucoup des entreprises qui adoptent cette façon de faire les calculs sur les bases de données, sur les batch processing, etc. Alors par exemple, si je prends une banque, il utilise Spark Rapids pour faire les bases de données, il peut couper le temps, soit le temps, le coût ou la consommation énergétique par 10, même 20, s'il bascule sur l'accelerated computing. Alors, on peut parler toujours de l'IA et le volume d'énergie que ça consomme. C'est vrai, c'est plutôt l'entraînement qui consomme beaucoup de l'énergie. En fait, l'utilisation de l'inférence, c'est pas mal, c'est assez efficace. Mais pourquoi pas regarder le 90% de workload qu'on n'a pas revisité depuis les années 70 dans les centres de données. Oui, c'est très vrai. Guillaume, toujours sur ce sujet de la croissance des données nécessaires sur les modèles d'intelligence artificielle, en quoi l'AI apporte-t-elle de nouveaux défis sur le stockage des données, et en particulier sur les angles, on en a parlé un petit peu de sécurité, d'impact environnemental, mais aussi de sécurité, souveraineté, qui sont au cœur des discussions et au cœur des problématiques sociales? Oui, alors en fait c'est assez simple. Quand on regarde l'évolution du volume de données dans le monde, c'est les chiffres d'IDC que j'aime bien, parce qu'en 2020 on avait à peu près 20 zettabytes de données dans le monde, en 2025 on aura 175 zettabytes, et en 2030 on estime à 1000 zettabytes, donc 20, 175, 1000. Donc ces données tout bêtement il faut les stocker, donc voilà, il faut les stocker physiquement. Donc le vrai sujet aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on optimise ces données. Donc il y a plusieurs façons de le faire, il y a la purge de données. On peut très bien se dire on va effacer les données qui ne sont pas utilisées, parce qu'on sait par ailleurs que 68% des données ne sont jamais réutilisées. Donc on génère dans le monde des données en permanence, et en fait on n'en réutilise jamais 68%, ce qui est un vrai sujet.
Et c'est d'ailleurs un vrai paradoxe avec l'IA, où on a besoin de plus de données justement pour avoir des modèles qui s'appuient sur une richesse de data, et à côté de ça, des données qui finalement sont consommatrices. Donc il y a un vrai sujet. Si après, on a des mécanismes. Alors, parmi les mécanismes, on peut comprimer les données au niveau du stockage. On peut également automatiquement, en fonction de la typologie de données, la déplacer sur un support technologique, un support de stockage qui sera moins consommateur en énergie, peut-être moins puissant, moins coûteux, etc. Donc il y a une certaine vertu à gérer automatiquement le transfert de données d'un support à un autre. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. En ce qui concerne la sécurité, c'est un véritable sujet en soi. Donc, je pense que j'ai absolument à convaincre personne de l'importance de la sécurité aujourd'hui. C'est le sujet. Je pense que la question est plus de savoir quand on se fera attaquer. C'est tout le monde s'est déjà fait attaquer dans les entreprises. Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce que quelque part on applique des règles. Donc, il y a de la gouvernance. Donc, les règles de 3-2-1. Donc, 3 copies de mes données avec 2 supports technologiques différents à un site distant. Donc, ça, ce sont des règles assez élémentaires, mais qui ne sont pas respectés par tous. Donc il y a les aspects réglementaires également. Si on prend dans le domaine financier DORA, il y a une obligation d'avoir une certaine organisation des données et de copie des données. Il y a toute la problématique de restauration de données. Lorsqu'on se fait attaquer, c'est très bien de se faire attaquer, mais il faut être capable d'avoir des backups, mais d'avoir des capacités de restauration sans forcément interrompre la qualité de service pour les utilisateurs. Donc il y a énormément de sujets qui sont liés à la sécurité. Et voilà à peu près les deux pans particuliers. Après, on peut aussi parler d'éthique. Je pense que c'est un sujet fondamental dans l'IA. Quand on parle d'éthique, moi j'ai lu ce matin un papier sur l'armement automatique. C'est triste, mais malheureusement, vous avez de plus en plus de développements qui sont faits, notamment sur des drones, qui vont être capables d'identifier les ennemis. Donc la vraie question, c'est quoi un ennemi? Et à partir de quelle base on apprend ce qu'est un ennemi? Est-ce qu'un enfant avec une arme est un ennemi? Est-ce qu'un enfant avec une arme en plastique est un ennemi? Vous voyez, ce sont des sujets qui sont vraiment... Alors je prends quelque chose qui est extrême, évidemment, je le fais volontairement, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Quelle éthique on va mettre derrière l'IA? Oui. Finalement, c'est probablement l'un des enjeux les plus difficiles à adresser sur ces problématiques d'intelligence artificielle. Avant de passer aux questions-réponses de la salle, une dernière question pour vous quatre, très ouverte. On se retrouve dans 5 ans au Southscale Experience, dans un endroit encore plus grand qu'ici, j'espère. Quelles seront, selon vous, les prochaines innovations autour de l'AI, finalement, au cours des prochaines années, et quels vont être les impacts pour les entreprises? Qui veut commencer? Moi, je veux bien aller. William. Moi, je vais dissocier ma réponse selon qu'on parle des LLM ou de l'IA générative au sens large, parce que les LLM en tant que tels ont des marges d'amélioration très claires, comme par exemple la précision de l'output des modèles, la capacité à expliquer aussi l'output, de dire d'où il vient, où est-ce qu'il est allé chercher cette information. Et donc là-dessus, c'est clair qu'il y a encore des axes d'amélioration. Il y a une autre dimension qui est celle de réussir à mettre des modèles sur des petits appareils embarqués. Oui, complètement. Donc là, il y a un travail assez important qui est fait par l'ensemble de l'industrie. Il y a la capacité également pour l'LLM d'aller comprendre des nuances dans le texte, de l'humour, tout ce qui relève un peu plus du sentiment. On sait que ce n'est pas forcément la meilleure architecture pour faire ça, mais il y a quand même des axes d'amélioration qui sont possibles. Et après, si on élargit le débat à l'IA générative au sens large, là en l'occurrence on parle que des données textuelles, mais il y a tellement d'autres données qui sont accessibles dans l'environnement, qui sont aujourd'hui pas traitées par le LLM, et donc là il faut se tourner vers d'autres architectures qui prennent en compte d'autres dimensions de données. Quand on sait par exemple qu'un LLM est entraîné sur des dizaines de trilliards de mots, enfin de tokens, en l'occurrence, cette quantité d'informations-là, elle est minime par rapport à ce qu'a vu un enfant de 5 ans, dans l'ensemble de sa durée de vie, dans l'ensemble des signaux qu'il a reçus, c'est minime. Donc comment est-ce qu'on peut aller chercher plus de performance dans des modèles d'IA générative? En l'occurrence, il faudra aller voir peut-être d'autres architectures, il faudra aller voir... il faudra prendre en compte plus de données. Donc ça, c'est évidemment un axe intéressant. Au final, le cœur du sujet, c'est la donnée. C'est là? C'est la donnée. Oui, toujours, je pense. Guillaume, une réaction sur ce sujet?
Alors oui, enfin, sur la prospective à 5 ans, je citais l'évolution du volume de données. Je mets en exergue ce que représente la consommation digitale d'un point de vue énergie dans le monde. On estime que le digital consomme 2 à 3% de nos ressources énergétiques. Voilà. Donc aujourd'hui, ça représente 2 à 3%. On estime, si on continue sur la trajectoire exponentielle qu'on a, qu'à l'horizon 2030, on passera de 2 à 3% à 8%. Donc le vrai sujet, enfin pour moi, le sujet de fond, c'est comment gérer l'énergie derrière tout ça. Donc c'est lié au développement durable évidemment, mais comment gérer l'énergie, comment optimiser, parce que humainement parlant, donc là on est de l'ordre du débat philosophique, mais on n'aura pas dans le monde de quoi servir autant d'énergie uniquement pour l'IA. Ça sera forcément au détriment de la race humaine. Donc il y a un problème qui est fondamental à résoudre. Donc je sais qu'il y a plein d'expérimentations, notamment sur des sujets nucléaires, un petit peu dans les petites boxes avec du sel. Il y a énormément de sujets qui sont en expérimentation et qui, j'espère, nous aideront à l'avenir. Mais je pense que cette explosion totale du digital, des données, des sujets, etc., a quand même un revers de la médaille. Voilà. Donc je ne vais pas terminer sur une note pessimiste, ce n'est pas du tout le sujet, parce que je pense que les apports court terme sont merveilleux, mais c'est quand même un sujet qu'il faudra appréhender avec beaucoup d'attention. Mais pour le dire autrement, est-ce que finalement, c'est un peu ce que vous avez évoqué tous, notre enjeu, ça va être d'innover et de trouver les solutions pour adresser ces deux problèmes simultanément, à savoir le frein ou le ralentissement de la consommation énergétique et l'impact environnemental, et ce besoin d'adresser de plus en plus de données, qui, je trouve que l'exemple de William est très, très marquant. Finalement, un moteur de LLM, ça absorbe peu de données par rapport à un enfant. Donc voilà, finalement, c'est notre enjeu technologique, il est probablement là. Hélène, tu voulais rebondir ? Déjà, je vais faire un commentaire auprès de Guillaume. Je ne sais pas ce qu'il a mangé ce matin, mais pour nous parler de l'armement et de l'extinction de la race humaine... Heureusement que je te connais autrement, un peu plus. Non, mais sur les sujets importants, Mais non, mais bien sûr, il y a plein de choses. Moi, je vais quitter l'angle technologique un instant. Si dans 5 ans, effectivement, on a déployé les AI, les Gen AI dans tout un tas de domaines, dans tout un tas d'entreprises, d'administration et dans notre quotidien, je pense que dans 5 ans, on aura subi un bouleversement profond au niveau de tout ce qui est formation, éducation des nouvelles générations. Et ça va nécessiter de faire bouger un système, en tous les cas en France et dans d'autres pays qui ne bougent pas beaucoup. C'est tout notre système éducatif et toute la façon dont on a de valoriser les compétences et les connaissances. Puisqu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, si je fais un parallèle avec la médecine, typiquement là où on apprenait par cœur des milliers de livres, des milliers de cours, etc. Aujourd'hui, tout ça est accessible. On peut demander des préanalyses, on va pouvoir se faire aider en termes d'imagerie médicale pour avoir des éléments déjà de diagnostic en recoupant tout un tas de données. Donc, ce qui veut dire que les compétences, le savoir-faire d'un médecin va se situer à un autre niveau. Il va falloir qu'il soit encore plus pointu sur tout un tas de domaines puisqu'il aura tout un outillage autour de lui. Mais dans tous les métiers, on a parlé de tout ce qui était juridique, c'est le cas aussi. Dans tous les métiers, ça va être le cas. Le développement d'applications, c'est pareil. La façon dont on va gérer l'informatique dans les entreprises, c'est la même chose. Donc ça veut dire que tout notre système éducatif, toutes les filières qui existent aujourd'hui de formation, elles vont devoir être pensées différemment. Et ça, je pense que c'est un bouleversement profond, connaissant la société, qui va prendre un petit peu de temps et il faut l'anticiper dès aujourd'hui. Complètement. Nat ? Oui, merci. Je pense, première chose, que quand on parle de 5 ans, on peut penser que ça c'est assez court. Mais si on prend une vue en arrière, il y a 5 ans, Mistral n'existe pas, ChatGPT n'existe pas, on n'a pas eu Covid, on n'a pas eu la guerre en Ukraine, on n'a pas eu la guerre en Israël. Alors, beaucoup peut changer en 5 ans. Et quand on parle de l'IA et l'innovation autour de l'IA, le taux d'innovation, le taux de développement, aujourd'hui, c'est incroyable. On a développé, on a créé tous pendant 2 ans, qui mettent tout ce qu'on a créé avant à l'ombre. Alors 5 ans, pour moi, c'est loin. Voilà. Clairement, on a discuté l'impact sur les métiers juridiques, les médecins. Je pense que la santé, parce que
l'IA, c'est toujours un sujet un peu émotionnel. On parle éthique, on parle coût, on parle consommation énergétique. Mais quand je parle avec les gens, ils sont tous réunis autour de la possibilité dans la santé. Alors, je pense que n'importe quel pays, n'importe quel État va adopter ça et on va voir les avancements dans comment on soigne les gens. Avec les médecins généraux qui peuvent être mieux formés ou même accompagnés par un IA, dans les robots qui peuvent faire la chirurgie et dans les analyses des images. Déjà, l'IA est mieux que les médecins dans l'analyse des imageries médicales. Alors, c'est évident que ça va être impacté. Mais je pense qu'aussi, on va voir les entreprises qui réfléchissent, qui vont créer les nouvelles façons d'avoir chiffre d'affaires. Par exemple, je parle aujourd'hui avec une chaîne de magasins. Ils ont mis en place déjà un système de Smart Vision pour freiner les vols des biens dans les magasins. Mais maintenant, ils peuvent mettre derrière ça un VLM, un Video Language Module, qui comprend les images et qui va être capable de dire quelle marque des pompes ou des baskets ils portent les gens. Alors, je peux, comme de mon chaîne de magasins, vendre à Nike que il y a un profil des gens qui passent le week-end, qui regardent je sais pas, mes affaires tennis, ils portent tous les pompes Adidas. Alors, il y a une opportunité pour eux. Et là, ils peuvent profiter de cette donnée et créer une nouvelle ligne de revenus. Mais ça, on sait déjà le faire aujourd'hui. Dans les outils à mettre en place, dans les magasins, etc. Nous, on a des smart plateformes, des smart visions qui permettent de faire ça avec des caméras intelligentes. Vos systèmes permettent d'analyser, etc. Donc, après, c'est juste la réinvention du business qui prend un peu plus de temps, mais c'est à la portée de main aujourd'hui. Distinguer entre un Adidas et un Nike, c'est juste un peu l'état là parce qu'on doit enrichir les images. Mais oui, le techno est presque là. Comme j'ai dit il y a 10 minutes, ce n'est pas une question d'évolution technique. L'analyse des images médicales, on peut le faire. Mais c'est que ça progresse à un taux qui est incroyable. Regarde le nouveau modèle de Mistral, félicitations. Mais l'impact sur la société, sur les entreprises peut être fort et c'est dans les mains des dirigeants des pays, des entreprises, etc. de regarder comment ça impacte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos réponses éclairantes. J'imagine que notre auditoire brûle de vous poser d'autres questions, donc je vais passer la parole au public. Je crois qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Bonjour à tous, merci. Vous avez parlé de sensibilisation à la frugalité des usages. Merci. Et vous avez aussi parlé d'intensité matérielle, finalement, en mettant des caméras un petit peu partout pour penser à de nouvelles sources de revenus. La question qui me vient en tête, c'est comment une société comme Eviden, par exemple, peut inciter, ou même Mistral, peut inciter à réduire nos usages, c'est-à-dire ne pas avoir trop d'envie par rapport à ça. Donc c'est très difficile. En fait, je mets en perspective aussi ce que j'ai observé récemment. Des grands groupes bancaires ont mis des licences à disposition des salariés gratuitement. Je ne dirais même pas quel LM a été utilisé, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce que je constate moi, c'est qu'il y a quand même une gratuité induite, donc on dépense sans compter, et on ne va pas forcément dans le bon sens. Voilà. Donc comment les écosystèmes peuvent contribuer à réduire, enfin il faut être efficace avec l'innovation, mais en même temps il faut réduire nos usages. Donc comment peut-on faire tous collectivement ? Tous collectivement, effectivement, on a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, l'impression, c'est qu'on peut accéder à tout facilement et quasiment gratuitement. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, hein. Ça coûte beaucoup d'argent derrière, que ce soit en termes d'innovation, de capacité de calcul, d'énergie et autres. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est une démarche d'accompagnement vraiment d'ensemble. On a la capacité vraiment à adresser de bout en bout depuis l'idéation sur les sujets, les use cases AI au niveau des entreprises jusqu'à la mise en œuvre, l'intégration de projets complexes. Donc aujourd'hui, on passe de stade de POC à industrialisation. On peut très bien avoir un fil directeur qui est celui du suivi de l'impact carbone de tel développement, de telle mise en œuvre, de tel use case, de telle consommation. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement dans l'ADN aujourd'hui du groupe Atos et d'Eviden. Depuis longtemps, même avant les AI, c'est cette capacité à mesurer
notre impact carbone, que ce soit pour nos usages propres, donc nous typiquement on le fait, on met en œuvre des plateformes, par exemple pour un grand groupe dans le domaine du luxe, aujourd'hui on a développé une plateforme d'AI qui permet de mesurer de bout en bout l'impact carbone des fournisseurs et de les aider à analyser cet impact carbone pour le restituer aussi aux consommateurs et inciter le consommateur à mieux consommer. Donc c'est des choses qu'on peut faire dans tous les domaines, dans tous les services. Dans le cadre des développements applicatifs, on a également ce niveau de mesure-là. Comment mieux utiliser tel ou tel algo, tel ou tel développement, faire en sorte que ce qu'on utilise, ce qu'on développe, va consommer le moins possible demain. Et enfin, dans la propre conception de nos serveurs, de nos supercalculateurs, de la façon dont on gère notre usine d'Angers, tout ça est mesuré de bout en bout. Donc on a un vrai devoir, et ça fait partie de notre ADN, que de le mettre en œuvre pour nos propres besoins, mais aussi pour accompagner nos clients à le faire. Et moi, à titre personnel, en tant que citoyen éco-responsable, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que sinon, malheureusement, comme l'a dit mon voisin de droite, on aura des problèmes dans quelques années qu'il nous faut dès maintenant anticiper. Merci Hélène. D'autres questions dans la salle? Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais une petite question qui est assez ouverte, assez simple, notamment à Elias, c'est ça? À Mistral, au sujet de l'éducation. Qu'est-ce que vous voyez en termes d'innovation sur le sujet de l'éducation au sens large? C'est une excellente question, ça a été un petit peu adressé déjà par Hélène, mais globalement nous on a vu et on voit des projets qui sont en train de se dessiner pour personnaliser l'éducation aujourd'hui, et je pense que c'est pris très au sérieux par le ministère de l'Éducation. Globalement le but, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte qu'on puisse apporter un enseignement plus spécialisé aux élèves en fonction de leur niveau, tout simplement. Donc par exemple on peut traiter beaucoup mieux 25 élèves d'une classe qu'aujourd'hui. Typiquement, un professeur est capable de peut-être très bien suivre 12 élèves à lui tout seul, quand l'IA pourra lui permettre peut-être d'aller voir 25 élèves de manière plus efficace. Et il y a un deuxième sujet qui est adressé aussi, c'est celui du manque de personnel de manière générale dans l'éducation nationale, et de faire en sorte de pouvoir aller renforcer des territoires qui justement sont en manque de personnel. Donc en fait c'est double, c'est à la fois en efficacité, vis-à-vis de l'éducation qui est portée à l'élève, mais aussi d'un point de vue du soutien et de la ressource qui est disponible aujourd'hui pour les ministères. Est-ce que... Ouais, oui, juste pour rebondir un peu sur ce sujet d'éducation, je pense que aussi c'est important de comprendre que quand on parle des LLM et les GenAI, on parle de le techno, mais qui génère les choses dans la langue humaine et qu'on peut interagir avec dans la langue humaine. Alors ça ouvre les portes à beaucoup plus de profils, beaucoup plus d'élèves, d'enfants qui ne sont pas nécessairement formés dans un domaine technique ou ils n'ont pas une affectation hyper technique, de faire les choses qui sont aujourd'hui limitées aux gens qui comprennent le maths, etc. Alors, parle avec un ordinateur qui peut créer pour toi un site en ligne ou faire une appli pour toi, pour faire n'importe quoi, ça va ouvrir beaucoup de portes et créer une égalité un peu plus globale pour les non-numérisés, entre guillemets. Et plus précisément, est-ce que vous avez des projets déjà qui ont été engagés avec vos services? Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des appels à projets qui ont été publiés par le ministère de l'Éducation et qui justement s'adressent aux éditeurs de contenu pédagogique, mais également à des entreprises numériques et des fournisseurs de solutions d'IA. Donc il y a des réponses qui sont en train d'être formulées de la part de la plupart de ces acteurs-là. Donc c'est un projet qui est en cours, qui vient d'être publié par le ministère de l'Éducation. Après, ça prend énormément de temps, donc je ne pense pas qu'il faille attendre que ça voit le jour, puisque généralement ça prend des années. Mais globalement, c'est quelque chose qui est en train d'être construit. Donc nous, évidemment, on est très intéressés de participer à ce genre de cas d'usage. Et oui, après, c'est un secteur qui est quand même monopolisé par l'État aujourd'hui, pour des raisons évidentes. Et donc, du coup, c'est eux qui mettent le rythme de l'innovation dans ce secteur-là. Mais nous, on suit et on regarde de près ce qui se passe. Merci William. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, merci pour vos présentations. L'IA redéfinit de manière très importante les besoins IT
au point que tous les fournisseurs de technologies ont infléchi fortement toute leur feuille de route. On est dans un contexte en plus où une somme de capitaux presque sans précédent est là. Est-ce qu'il n'y a pas un momentum pour créer des chantiers d'innovation pour des technologies qui soient plus efficaces et qui répondent mieux, et qui répondent aussi à la préoccupation de monsieur, que je comprends tout à fait, d'efficacité énergétique. Moi, je pense à la photonique, je pense au stockage sur ADN, je pense à la cryogénie et au quantique. Donc là, il y a des chantiers à entreprendre en fonction des fournisseurs de technologies, de ceux qui les consomment. Et si en plus on pouvait y associer une dose de souveraineté technologique, alors là, ce serait magnifique. Alors, en ce qui concerne Mistral, nous, ce qu'on fait, et on se concentre surtout là-dessus, c'est comprimer la performance des modèles. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire actuellement, et c'est déjà un gros travail. Et sur la deuxième dimension, celle de la souveraineté, je pense que cette journée l'illustre bien. On est les premiers à fournir un service de LLM souverain sur une infrastructure Secnum. Donc globalement, on essaie d'adresser toutes ces choses-là à la fois, parce qu'elles sont très importantes, mais d'un point de vue scientifique pur, on met déjà beaucoup d'énergie pour la compression de la performance et pour justement créer des modèles frugaux. À ce stade, on ne peut pas se tourner vers d'autres types de technologies, comme vous le mentionnez, mais on va faire nos efforts dans ce qu'on peut faire, et ce sera déjà, je pense, un beau succès. Cher Eric, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque qui s'impose à elle-même. Enfin, la réponse est oui, on peut que être favorable. Après, il faut travailler avec toute la filière scientifique. Et je pense que Gency est bien placé aussi pour accompagner, au travers de la mise en place de ces nouveaux moyens, cette filière scientifique, cette recherche en France, en Europe, pour pouvoir adresser ces sujets, peut-être en choisissant, en privilégiant les projets qui ont un impact durable. Tout simplement, hein, c'est aussi dans le rôle de chacun de pousser, de privilégier ça. Donc voilà, merci pour la remarque. Je ne suis pas sûr que j'ai exactement compris la question ou le commentaire, mais si c'est sur la question d'efficacité de technologie, je suis d'accord, on peut toujours améliorer. On peut améliorer les voitures, etc. La gamme de NVIDIA, chaque fois on sort une nouvelle puce, une nouvelle gamme, Hopper, Blackwell, etc. On double ou même multiplié par 3 la capacité de calcul. On ne double pas la consommation énergétique, ça augmente, mais ce n'est pas au même taux. La dernière version, c'est sold out déjà, on n'a pas commencé à livrer. Mais le Hopper est pas mal. Et avant, on a eu Ampère qui est super aussi. Mais en fait, comme j'ai déjà dit il y a quelques minutes, ce n'est pas juste pour l'IA qu'on peut profiter de l'accelerated computing. Je pense que les informaticiens dans la salle, on doit comprendre que nous sommes dans deux évolutions. Un, c'est l'IA, qui va impacter les industries, mais l'autre, c'est l'accelerated computing. Ça, c'est plutôt une évolution informatique. Mais si, on te vu, vous avez les bases de données, les simulations numériques, les calculs, les Monte Carlo simulations, etc., et ça ne tourne pas sur accelerated computing aujourd'hui, vous consommez 10 fois, même 20 fois plus d'électricité que vous avez besoin. Vous pouvez sauver l'argent, vous pouvez sauver du temps. On parle toujours de décarbonisation du monde. OK, en France, on a la chance d'avoir les centres nucléaires, etc. Alors, on fait l'électricité consommée par les centres de données, ce n'est pas trop mal au niveau de décarbonisation. Mais on doit aussi avoir un peu de frugalité et consommer moins, livrer l'espace électricité pour le prochain produit, faire les recherches sur le quantique, n'importe quoi. Mais commencez. Regarde qu'est-ce qu'il y a déjà dans les halles, dans les centres de données, s'il vous plaît. Oui, si je peux me permettre de résumer, c'est en fait nous avons déjà un certain nombre de technologies qui permettent de répondre à ces enjeux. À nous aussi d'adapter nos usages, la façon dont on utilise ces technologies pour être moins énergivores et plus efficaces. En fait, je pense qu'il y a une vision offre et une vision demande. C'est-à-dire que si on prend l'offre, nous, Mistral, on se situe assez vite sur la chaîne de valeur en faisant des modèles. Tout le monde peut faire un effort sur cette chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a la consommation du compute en lui-même qui peut être optimisée. Ensuite, il y a la taille du modèle. Ensuite, derrière, il y a les différents fournisseurs de software qui vont construire des cas d'usage au-dessus de nos modèles. Et c'est là où il y a une dimension peut-être de pédagogie et d'éducation au niveau du marché, c'est-à-dire
expliquer quels sont les cas d'usage qui fonctionnent vraiment, lesquels sont efficaces. Et donc là où nous, on a aussi un poids côté Mistral, c'est de faire ce mapping entre les modèles et les cas d'usage, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dire ce modèle-là fonctionne avec ce cas d'usage-là, permet de sensibiliser l'usager, le consommateur d'IA, pour qu'il puisse aller chercher un modèle frugal dès que c'est possible. Donc une fois qu'on a, nous, créé cette transit de connaissances avec l'ensemble des clients, c'est à eux derrière de, entre guillemets, la balle est dans leur camp. Et donc c'est un travail, je pense, à faire ensemble. Et donc nous, de notre côté, on agit à la fois sur le modèle et à la fois on fait remonter les cas d'usage d'un point de vue macro et on regarde lesquels fonctionnent avec quel modèle. Donc derrière, après, c'est au consommateur d'agir en conséquence. Très bien. D'autres questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais une question plutôt côté pragmatique, donc côté légal. On parle de compétitivité et d'innovation, mais le cadre légal en Europe et en France peut en tout cas être considéré comme un frein, ou en tout cas être contre-productif à l'innovation. Donc comment appréhendez-vous le cadre légal européen, notamment dans la collecte des données principalement, mais aussi côté Gen AI, la responsabilité d'une erreur dans un texte. Comment appréhendez-vous tout ça dans le cadre de l'innovation en France et en Europe? Pour répondre très simplement, je pense que c'est encore des travaux qui sont en cours. Donc nous, on n'est pas en mesure de faire des commentaires très précis là-dessus. Donc les travaux sont encore en train d'être menés. Évidemment, nous, on est impliqués avec l'ensemble des fournisseurs d'IA et auprès des autorités pour justement donner cette vision technologique de ce qu'on est capable de faire, ce qui est compliqué, ce qui n'est pas possible. Et donc, honnêtement, le dialogue est assez fructueux, donc on n'a pas de commentaires à faire à ce sujet-là, mais c'est encore en cours, donc c'est trop tôt pour pouvoir en parler. Sur le sujet conformité réglementaire, effectivement, on peut penser que c'est une contrainte. Moi, je pense que c'est un prérequis à l'adoption de l'IA en Europe. Et justement, on veille à accompagner les entreprises, les utilisateurs sur ces sujets parce que ça nous semble, et ça me semble personnellement, être quelque chose d'indispensable. Donc, il faut peut-être aider, expliquer, accompagner davantage, mais en tous les cas, c'est vraiment, je vois ça comme un prérequis. Si on ne prend pas le temps, et je pense qu'on est en avance en Europe sur ces sujets-là, si on ne prend pas le temps de bien être conforme à l'ensemble de ces réglementations qui sont plutôt sensées, derrière, c'est une remise en cause potentielle de l'ensemble des algorithmes, des travaux issus de l'IA qui pourraient avoir lieu. Donc, tous les aspects de cette réglementation, de cette approche de conformité, à mon avis, sont nécessaires pour demain, pour avoir un usage large avec le bon niveau d'éthique, de confiance et de sécurité. Ouais, je pense que c'est une bonne question, un bon sujet de débat. C'est pas facile. Il y a une partie qui dit ça c'est une nouvelle technologie, on doit comprendre c'est quoi ça, comment ça peut impacter les gens, comment on doit protéger les gens, les sociétés. Mais avec chaque technologie, il y a toujours un risque. Et par exemple, je peux prendre un, c'est le nitrogène, et le cycle de produire le nitrogène, l'ammoniac, c'est bon pour les fermiers, pour créer la nourriture pour des gens. Mais c'est aussi bon pour les explosifs, pour la guerre. Et ce n'est pas avec les schémas de réglementation en Europe qu'on va contrôler ça. Ça, c'est qu'est-ce que les gens font avec l'IA ou avec la technologie. En Europe, on a Mistral, on a plusieurs sociétés brillantes dans le domaine de l'IA. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire que le démarche régulatoire de l'Europe freine le développement de l'IA en Europe. Ce n'est pas vrai. Mais ça peut freiner l'adoption de l'IA et l'usage d'IA par les sociétés, par les entreprises, par les individuels pour créer le réel valeur. Mistral, c'est déjà de valeur, mais la vraie valeur pour l'économie, pour la société, va être réalisée en l'usage. Si on met beaucoup de lois, des règles, etc. autour de ça, on va freiner l'adoption et ça va freiner la création de valeur en Europe. Et là, on va avoir une responsabilité individuelle de décider qu'est-ce qu'on fait. On reste avec les choses de l'Europe qui sont plus chères, moins efficaces, moins attractives, ou on achète les choses qui arrivent de la Chine ou des États-Unis qui sont créées avec l'IA qui n'étaient pas réglementées.
J'ai mon avis personnel, mais je ne dis pas parce que ce n'est pas un avis NVIDIA. Mais c'est cette balance qui est difficile. Mais je pense qu'on a un réflexe qui dit qu'on doit créer les nouvelles règles parce que c'est nouveau. Mais un couteau, c'est utile dans la cuisine, c'est aussi dangereux. On va s'arrêter sur, sur ce dernier thème. Je voudrais remercier chaleureusement mes 4 intervenants qui ont très bien joué le jeu et vous ont apporté, j'espère, tous les éclairages nécessaires. Merci, à très bientôt.